Bonjour à tous, c'est une interview exclusive que nous vous proposons ce matin dans l'émission. Une interview clé pour comprendre l'engrenage mortel qui a conduit à l'assassinat d'Alisha. C'est l'avocat de l'adolescent mis en examen avec sa petite amie pour l'assassinat de la collégienne de 14 ans, maître Franck Berton, qui s'exprime en direct à la télévision pour la première fois. Il sera avec nous sur LCI. Il va nous dire ce qu'il y a dans la tête de son client. Ceux qui ont prémédité leur acte, comment ont-ils pu ne pas exprimer de remords immédiatement face aux enquêteurs? L'affaire Alisha est-elle un cas isolé ou révélatrice d'une dérive ultra-violente de certains jeunes? Nous allons en débattre avec Nicolas Deménac, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Challenge, David Revaud-Dallon, bonjour. Rédacteur en chef politique au JDD, Judith Vintraube, bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine, et maître Florence Rouas, bonjour. Bonjour. Avocate pénaliste au barreau de Paris. Les deux mineurs de 15 ans ont passé leur première nuit en prison. Thibaut Gauthier, bonjour, vous êtes au palais de justice de Pontoise dans le Val d'Oise. Les deux collégiens ont été mis en examen pour assassinat. Oui, au terme de près de 2 jours de garde à vue, l'annonce a été faite hier soir. Les deux adolescents sont donc mis en examen pour assassinat et ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, pas la perpétuité, parce qu'ils sont mineurs. Alors une réaction était évidemment attendue, celle des avocats. Elle est survenue au milieu de la nuit, il était près de 2 h du matin devant le palais de justice ici à Pontoise, avec Franck Berton qui sera avec vous dans un instant. Il a eu ses premiers mots, ce jeune homme est effondré. Il a essayé de détailler finalement l'état d'esprit de son client face aux enquêteurs avec des mots à retenir. Un aveu, prise de conscience, regret, voilà à peu près la tonalité pour l'instant de la défense. À noter quand même que ces deux suspects ont été placés en détention provisoire en attendant la suite de la procédure. Merci beaucoup Thibaut Gauthier avec Nassima Azizi en direct du palais de justice de Pontoise. Dans quelques minutes, nous serons donc en direct avec maître Franck Berton qui est l'avocat de l'adolescent qui a reconnu avoir porté les coups. Ce que l'on sait désormais, c'est que ce n'est pas une bagarre qui a dégénéré, mais un guet-apens qui a été tendu à la jeune Alisha. C'est ce qu'a dit le procureur de la République de Pontoise. Donc la qualification d'assassinat, c'est un homicide avec préméditation. Sinon, ça aurait été des faits d'homicide. Donc, le parquet retient la préméditation dans sa saisine du juge d'instruction. Au vu des SMS, du rendez-vous qui a été fixé, de la dissimulation, le jeune homme avait, avant de frapper la victime, avait enfilé, pour ne pas laisser de traces, a-t-il déclaré, enfilé les gants de la jeune fille. Les deux collégiens avaient prémédité leur acte. C'est ce qui nous frappe ce matin. Oui, ce qu'a décrit le procureur hier, c'était effectivement un guet-apens, un piège mortel. Et les détails qu'il a donnés étaient effectivement glaçants. Et en comparaison, ce qu'il a dit sur les motivations du garçon qui a porté les coups et de la jeune femme était, en total décalage. Il a parlé de futilité. Futilité, alors est-ce que ça veut dire frivolité, est-ce que ça veut dire puérilité, enfin, mais c'est un mot qui m'a poursuivi d'une certaine façon toute la nuit, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il n'a rien compris, est-ce qu'on n'a rien compris, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, comment ces enfants ont pu, c'est encore des enfants, on veut dire 15 ans, 14 ans, par quel mécanisme de déréalisation ou de déstructuration ou de restructuration vis-à-vis de la violence, comment on a pu en arriver à ça, quoi. Et c'est là où l'avocat peut-être pourra nous donner quelques éléments d'information, mais qui manquaient cruellement hier. C'est vrai que ce qui frappe, c'est le décalage absolument, je dirais, hallucinant entre la futilité des motivations et la préparation et l'accomplissement de l'acte lui-même. Vous savez, on a plutôt l'habitude de voir ce type de détails dans des faits divers, soit amoureux, soit crapules, enfin amoureux entre guillemets, concernant des relations conjugales, une femme qui cherche à éliminer son mari avec son amant ou inversement, ou des faits crapuleux, des gens qui ont des adultes. Et là, nous avons de très jeunes adolescents, 14, 15 ans, qui préméditent, qui préparent effectivement les détails sur les gants, l'échange de SMS, le mise en cause, ou plutôt le mise en examen qui se cache et qui tout de suite accomplit son forfait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me frappe, moi, c'est effectivement, alors l'avocat, maître Berton, a rectifié un peu le tir par rapport au
peau du procureur. Mais ce qui frappe dans ce cas, comme d'ailleurs d'autres cas auxquels on a assisté ces derniers jours, plutôt qui concernaient des rixes entre bandes, c'est, je dirais, une violence absolument ahurissante, hallucinante, et une absence ou un défaut de conscience, de responsabilité quant à ces actes. C'est-à-dire que ces jeunes, il semble que dans ce dossier ce soit le cas, mais aussi dans toutes les affaires de rixes entre bandes auxquelles on a assisté ces derniers jours, ces jeunes donnent la mort, non seulement pour un oui ou pour un non, et c'est vraiment le cas. En général, d'ailleurs, c'est pour un oui ou un non qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. La dimension virtuelle est extrêmement importante, qui a abouti à un crime bien réel, mais il y a une totale absence de conscience de la gravité des faits qui, je trouve, est très inquiétante. Oui, on a l'impression que ces jeunes vivent dans une autre réalité. Alors peut-être une réalité qu'ils se sont construites à partir de leur fréquentation des réseaux sociaux, puisque la mère de l'assassin, pour l'instant présumé, enfin il a avoué, dit que c'était un geek qui passait sa vie sur son ordinateur. On a l'impression qu'ils ont perdu absolument tout repère, toute accroche, tout attachement à la vie réelle. Ce qui n'exclut pas une certaine sensiblerie, puisqu'un proche du jeune homme disait que des images d'animaux martyrisés le faisaient pleurer. En revanche, aucune empathie humaine, aucune conscience des actes. Moi, j'ai été très marquée, évidemment, comme nous tous, par le récit des faits tel que le procureur l'a fait. Je me demandais ce qui se passait dans leur tête une fois qu'ils ont jeté cette jeune femme à l'eau. Plusieurs minutes au minimum se sont écoulées, puisqu'ils ont utilisé ce temps pour effacer les traces. Est-ce qu'elle était inconsciente ou pas, on ne le sait pas, mais en tout cas, elle n'était pas morte au moment où ils l'ont jetée dans l'eau. Donc froidement, ils ont réfléchi aux suites de leur acte, ce qui prouve quand même qu'ils savaient que ça pouvait leur porter préjudice, mais on est dans une espèce de jeu monstrueux. Enfin, en tout cas, c'est la conception qu'ils semblent en avoir. Et pour ajouter, maître, vous précisez après ce que nous a dit Judith, quand la mère apprend que son fils a frappé l'une de ses camarades, elle est paniquée. Elle se dit qu'elle va aller à l'endroit où s'est passée la bagarre, la dispute, parce qu'elle ne réalise pas tout de suite ce qui s'est passé. Et il lui répond, et on a la citation de ce que dit la mère de celui qui est encore un suspect, on le précise. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient disputés avec une petite et qu'ils l'avaient tapée. Je leur ai dit, ce n'est pas grave, je vais y aller. Pour moi, c'était juste une altercation. Et c'est là où ils m'ont dit, ça ne sert à rien, elle est morte. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils savent très bien qu'Alisha n'est probablement plus en vie. Oui, alors ce qui ressort de ce qui a été dit à l'instant et ce qui me paraît vraiment très important, c'est que d'abord on a affaire à des mineurs, ça c'est sûr, et il y a une déconnexion totale avec la réalité. Et quand on est confronté aux mineurs, en général dans le monde judiciaire, on s'aperçoit finalement qu'il y a deux mondes en fait, et qu'il y a une déconnexion avec le réel. Et qu'effectivement, de prime abord, on a une perception de ces deux jeunes, pour l'instant, au stade où nous en sommes de l'information, c'est-à-dire avec les éléments qu'a donné hier le procureur. Je rappelle quand même que le procureur, si vous voulez, dirige l'enquête de police, enfin, voilà, et qu'il a le retour des policiers sur les dépositions des suspects. Il vient après s'exprimer sur les faits tels qu'on le lui a rapportés, tels que les auditions, ce qui ressort des auditions, et puis il qualifie les faits en fonction des éléments de l'enquête de police. Ce n'est que le début de l'information. Comme il l'a dit tout à l'heure, il a saisi le juge d'instruction au vu des éléments de l'enquête de police, et donc c'est une saisine sur la base de meurtre avec préméditation, donc assassinat. Mais l'information ne fait que démarrer. Et on va voir au fil du temps ce qui va ressortir, ce qui va être dit. Alors ça ne veut pas dire que ce sera forcément minimisé, mais disons qu'il va y avoir des précisions, qu'on va avoir d'autres éclairages. Ce qui est étonnant pour l'instant, c'est que ce que nous disait le procureur de la République de Pontoise, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les versions des deux jeunes. Souvent, dans le cas dans ce genre de drame, l'un, on peut s'attendre à ce qu'il rejette la faute sur l'autre. Ce n'est pas le cas. Oui, mais encore une fois, on n'en est qu'au début. Bien sûr. Il va y avoir, si vous voulez,
Pour l'instant, ils ont été mis en examen, puis le juge des libertés de la détention les a placés en détention, et puis ils vont être entendus à nouveau par le juge, par des auditions, ils vont être probablement confrontés, et les choses vont évoluer, ils vont avoir le temps de réfléchir. Ce que vous nous dites, c'est que leurs versions peuvent changer non, mais changer peut-être pas de façon radicale, mais en tout cas évoluer. Et puis il va y avoir des témoignages, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir, si vous voulez, des expertises. Voilà, donc les choses vont... On ne peut pas, si vous voulez... Aujourd'hui, on est sur l'émotion, ce qui est normal. Mais la justice, c'est autre chose. Ça ne peut pas être que de l'émotion. Il y a une victime, c'est incontestable. Il y a des dépositions, il y a manifestement une reconnaissance des faits. Mais semble-t-il, les choses... Et ça, mon confrère Franck Berton va tout à l'heure sûrement vous expliquer des choses sur les... Il a parlé avec son client, donc... Oui, la relation qu'il a eue avec son client, ce que ce dernier lui a dit, il y a le contre-coup, vous voyez. Donc pour l'instant, si vous voulez, on est au stade de l'émotion. C'est vrai que c'est une affaire extrêmement triste, triste pour tout le monde d'ailleurs, triste en premier lieu bien entendu pour la victime, les parents de la victime, la famille de la victime, mais triste aussi pour ces jeunes et la mère qu'on a entendue hier de ce jeune qui a été contrainte finalement d'aller dénoncer son fils. Vous voyez, c'est atroce pour cette femme. Et puis ça remet en question tout un système parce que vous avez eu l'occasion depuis lundi soir, enfin mardi, si vous voulez, de recueillir des témoignages de gens qui ont été victimes de harcèlement scolaire, hein, et ça interpelle sur la prise de conscience sur cette question qui n'est pas saisie avec autant de réactivité. Mais maître, avant de laisser la parole à Judith, qui a une question pour vous. Je ne suis pas une spécialiste des affaires criminelles, je n'appartiens pas au service police-justice de la chaîne, mais de mémoire d'affaires criminelles, c'est la première fois que dans une affaire où les suspects sont aussi jeunes, où c'est un acte prémédité, où l'enfant retourne chez lui, il prend le temps de se changer, il dit à sa mère qu'il a frappé une jeune fille, qu'elle est morte, ensuite il va manger quelque chose avec son petit ami. Enfin, il y a un sang-froid qui est assez glaçant pour ceux qui ont écouté cette conférence de presse du procureur de la République de Pontoise, et puis une version qui est la même quasiment avec sa complice. C'est ça, tous ces éléments qui frappent dans ce dossier. Un sang-froid ou une inconscience, on ne sait pas. Et pour l'instant, la préméditation est retenue. Est-ce qu'elle le sera à terme? On ne sait pas. Il y a une interprétation sur les éléments de l'enquête actuelle, mais comment les choses vont évoluer, ce sera peut-être maintenu. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, ça pose deux questions de société. La violence, c'est vrai, et qui existe, qui est quand même assez inquiétante dans la jeunesse, et le problème du harcèlement scolaire et du harcèlement entre jeunes. Et moi, je le vois dans mes dossiers, il y a vraiment une prise de conscience qui doit être faite, notamment par les directions d'établissements qui ont le devoir de déposer plainte quand ils ont connaissance de faits de harcèlement. Ça, c'est important. Mais la procédure avait été pour le coup respectée. Alors justement, ma question, c'est... Moi, j'ai été très étonnée, mais peut-être que c'est dû à mon ignorance, d'entendre le procureur rejeter, la question lui a été posée spécifiquement, rejeter le harcèlement. Est-ce que vous avez compris ? J'ai entendu ça également. Après, c'est ce que je vous ai dit, c'est que pour l'instant, on a les éléments de l'enquête policière, c'est-à-dire que le procureur répercute, si vous voulez, les comptes rendus des policiers et de l'enquête qu'il a suivie. Que va nous dire la suite ? Il y a eu quand même manifestement, il y avait un conseil de discipline qui était prévu. Il y avait un piratage d'un compte Snapchat, voilà. Diffusion d'une photo intime. Alors après, harcèlement scolaire, ça veut dire dans l'enceinte de l'école, là manifestement, il y avait des relations entre les protagonistes. Il y avait eu des relations amoureuses, semble-t-il, entre l'auteur et la victime. Donc, pour quelle raison le harcèlement scolaire, pour l'instant, est mis hors de cause ? Il n'en demeure pas moins, si vous voulez, que moi, de mon point de vue, même si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est pas le cas en l'espèce et c'est pas le fond de l'affaire véritablement, mais n'empêche qu'ils étaient dans l'école ensemble, ils se sont connus dans l'école et que ça pose à terme la question de la prise de conscience et de la réactivité sur les questions de harcèlement scolaire. Moi, je le vois dans mon cabinet. Quand j'ai des dossiers de harcèlement scolaire, je ne trouve pas une très grande réactivité des chefs d'établissement. Voilà. Vous avez raison, maître. Mais c'est vrai que le 5 février, donc, il avait été décidé d'une procédure disciplinaire pour harcèlement qui devait aboutir le 9 mars. On peut se poser la question de la distance. Mais ces deux
présumés meurtriers, ils savaient qu'ils avaient cette procédure, qu'ils allaient comparaître. Je veux dire, donc ils n'en avaient rien à faire. Il faut voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que l'autorité, dans sa manifestation, ne pèse pas en regard de leur rapport à la réalité. Deuxième chose, et je vous laisse la parole tout de suite, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a une mère seule qui porte le poids de tout ça. Je veux dire, c'est l'absence de père et de repère, si j'ose dire. Hein, je ne sais pas s'il y a un père. Enfin, on ne connaît pas la famille. Non, mais en tout cas, il n'est pas. Le père est décédé. On ne sait pas quelles ont été les conséquences. Mais on voit. Bon, mais on sait que elle élève ce qu'on entend. très bien son Non, mais enfant, je ne dis pas qu'elle. Je dis que c'est une des données d'un certain nombre de drames qu'on suit et qu'on retrouve. Enfin, tout à fait, c'est vrai. Pour être à l'antenne des mineurs du barreau de Paris, pour avoir eu souvent affaire à des jeunes qui sombrent dans la délinquance ou qui ont des... C'est vrai qu'on peut constater ce dénominateur commun de l'absence de père et donc de repère, si vous voulez, du problème, la question de la transmission. Mais bon, ça c'est un peu... finalement réducteur et voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire la figure d'autorité ou le père de substitution. On peut, bon après moi je ne suis pas psy, mais il faut dire aussi que de toute façon au cours de l'information il va y avoir des expertises des deux auteurs, enfin des deux mises en cause, des deux mises en examen, on va dire ça comme ça, parce que n'oublions pas que nonobstant des aveux, etc., la présomption d'innocence, il faut toujours le rappeler, reste et demeure. Je voudrais vous interroger sur un point de droit, en vous rappelant que Maître Franck Berton, qui défend l'un des suspects, l'adolescent qui a reconnu avoir porté les coups, sera avec nous dans quelques instants en direct sur LCI. Les deux suspects, dans le droit, s'ils avaient été majeurs, risquaient la prison à perpétuité. Là, ils risquent 20 ans de prison. C'est l'excuse de minorité. La justice doit en tenir compte. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'en dit Christophe Castaner, qui est un ancien ministre de l'Intérieur et qui a été interrogé sur cette question sur LCI ce matin. Il n'y a pas d'excuse de minorité, au sens où on pourrait pardonner l'acte horrible que vous venez d'évoquer, et quel que soit l'acte commis par un mineur. Mais par contre, on doit juger différemment un enfant de 13 ans, de 14 ans, par rapport à un jeune adulte ou à un adulte. Et donc, il est normal que la justice ait cette approche différenciée. En aucun cas, ne croyons que c'est parce qu'il y aurait cette excuse, je vous recite, de minorité, que des jeunes gens pourraient se dire « je suis libre de passer à l'acte ». Non. C'est le droit, la justice doit en tenir compte. Mais oui. Mais on peut s'interroger. Certes, ils n'ont que 15 ans, mais c'est a priori un acte prémédité, de sang-froid, un guet-apens prévu depuis plusieurs jours. On estime toujours normal qu'ils ne doivent pas être traités Il y a comme deux des sujets, adultes. en fait. Il y a le droit, qui prévoit effectivement cette excuse de minorité automatique en dessous de 16 ans, et qui est à l'appréciation d'une cour d'assises des mineurs, le cas échéant après 16 ans. Avant 16 ans, c'est le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Ça, c'est le droit. Et puis après, il y a effectivement le contexte à la fois psychologique et sociétal. Et c'est vrai que nous allons être, et c'est déjà le cas, puisqu'il y a une loi qui révise tout ce qui concerne les mineurs, mais nous allons être tenus de réfléchir, si vous voulez, à cette jeunesse qui a évolué, qui n'est pas celle des années 70 ou 80, et peut-être à réfléchir à une façon de les éduquer, de leur apprendre, de leur faire prendre conscience. Il est un fait certain, c'est qu'on n'a pas la même conscience de la réalité quand on a 11, 12, 13, 14, 15 ans, et quand on arrive, on s'approche de la majorité. Mais on a toujours vu, si vous voulez, que le jeune âge, c'est vrai que c'est important. Parfois, on a l'éducation, on a la chance d'avoir, et encore que ça n'épargne pas de tous les écueils, parfois on a la chance d'avoir, si vous voulez, un milieu familial qui vous structure, et puis quelquefois c'est plus branque-ballon et c'est plus difficile, et le système éducatif doit prendre le relais. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion. On l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, on l'a vu dernièrement dans les histoires de Rix, on le voit maintenant dans des affaires criminelles, des affaires horribles comme celle-ci. Donc ça veut dire que je pense que tous, c'est un sujet de société auquel nous devons penser et comment faire évoluer. La loi, c'est plus complexe. David. Tout à fait d'accord avec vous, et vous avez raison de mettre en parallèle ces affaires qui, sur le fond, n'ont pas grand-chose à voir, sauf qu'elles ont été toutes commises ou opérées par le biais de jeunes qui semblent avoir perdu tout repère moral. Et encore une fois, je ne veux pas ici faire mon vieux grincheux anti-Internet et anti-jeux vidéo, mais force est de constater que c'est ce qui rassemble finalement cette jeunesse 2.0, à la fois une capacité à passer à l'acte de façon extrêmement violente avec des armes blanches. Par exemple, vous parliez des rixes.
les bandes, les affrontements entre bandes ont toujours existé depuis les Apaches au début du XXe siècle. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, maintenant, on prend un coup de couteau là où on prenait un coup de poing, on prend un coup de tournevis là où on prenait un coup de pied. Et effectivement, en termes de dégâts et donc d'effet de ces violences en réunion, c'est catastrophique. Après, le rôle des réseaux sociaux me semble quand même important, même s'il n'a rien à voir dans cette affaire ou dans l'affaire d'Éric ou dans celle de Samuel Paty, mais il y a quand même quelque chose de cristallisant ou plutôt de déclencheur. Là, en l'occurrence, dans cette affaire, il semble que, comme vous l'avez dit, Judith Weintraub, ce soit des photos intimes qui ont été diffusées sur le fil de la classe, le WhatsApp de la classe ou un réseau social de style. Snapchat. Mais on ne sait pas encore par qui. Véritablement, on posera la question à Maître Franck Berton. Mais bon, ça, c'est pas ça qui déclenche les violences, mais ça en dit long quand même. À notre époque, quand nous étions en classe, une rumeur pouvait faire beaucoup de dégâts. Là, ce sont des images qui sont diffusées, vous imaginez, dans l'imaginaire, je dirais la psychologie d'un enfant de 13 ou 14 ans, l'effet que ça fait de voir ces photos intimes diffusées. Attendez, je termine juste. Deuxième point qu'on peut mettre en relation, les bandes. Cette histoire de e-réputation, à mon avis, est un phénomène absolument déclencheur et qui explique beaucoup de choses. Quand des jeunes s'insultent d'une cité à une autre, d'un quartier à une autre, en disant « Ah, on vous a mis une raclée sur la dalle l'autre jour », eh bien, évidemment, ça prend des proportions ahurissantes, ça fait un effet boule de neige et les jeunes d'en face sont obligés de répondre pour défendre cette e-réputation. Et on en vient à un monde totalement virtuel où, effectivement, pour des insultes qui seraient passées il y a quelques décennies ou quelques années encore, qui auraient été réglées par une simple bagarre ou une engueulade, et bien là, effectivement, ces coups de couteau, ces affrontements à 10, 15, et c'est des scènes comme on l'a vu avec le jeune Yuri sur la dalle de Beaugrenelle. Il y a un élément qui semble caractéristique, mais vous allez peut-être me confirmer ou m'affirmer, c'est le rôle des filles. Par rapport à ce que vous citiez, les Apaches, les filles étaient plutôt des éléments pacificateurs. En tout cas, elles ne participaient pas aux bagarres physiquement, elles ne s'impliquaient pas physiquement. Là, alors, à vérifier bien sûr, d'après les quelques bribes de récits de la mère de l'assassin présumé, la petite copine aurait plutôt eu un rôle néfaste et incitateur. Elle dit « Mon fils a changé dès lors qu'il est sorti avec cette jeune fille. » La sœur de l'assassin présumé dit pareil. En fait, ils sont en train de construire, est-ce que c'est vrai ou pas, l'enquête le dira, un scénario d'emprise de la jeune fille. Et ce rôle des filles me paraît quand même relativement neuf, en tout cas caractéristique de la violence. On l'a vu en Essonne la semaine dernière, où une jeune fille a été directement victime et décédée suite à des violences et à un coup de couteau. Donc elles sont aussi déclencheuses, partie prenante, ce qui est tout à fait nouveau. Pour poursuivre justement ce point clé que vous soulevez, Judith, on va entendre la mère du suspect qui dit que son fils n'appartenait pas à une bande, il était plutôt discret dans sa chambre, plutôt geek, et elle estime que ce basculement est dû à sa fréquentation, et notamment cette jeune fille qui, elle aussi, aujourd'hui, est mise en examen. Écoutons la mère du suspect. Pas dire elle lui a gâché la vie, mais oui. Parce que il a commencé à se mettre à sortir. Son comportement, déjà par rapport à nous, n'était plus vraiment le même. Parce que jusqu'à maintenant, jamais il aurait haussé le ton ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, dès qu'on parlait de quelque chose sur elle, il s'emportait en disant « Ouais, de toute façon, tu comprends pas ». Elle dit qu'elle lui a gâché la vie. Est-ce que dans cette enquête qui ne fait que commencer, dans cette affaire judiciaire, est-ce que ça va être un point important où on part du principe qu'à partir du moment où ils sont tous les deux complices, leur destin est quasiment scellé? Non, alors, il y a plusieurs choses. Bon, sur l'histoire, la question des filles, j'ai envie de dire, ça a toujours existé, plus ou moins. Je veux dire, il n'y a qu'à voir West Side Story, où on voit... donc, vous voyez... West Side Story, les filles se battaient pas entre elles. Oui, mais enfin, elles avaient peut-être un peu attisé le conflit, on va dire, si c'est un peu la question que vous me posiez. C'est est-ce que les filles attisent plus le conflit aujourd'hui La question, c'est qu'elles sont davantage partie prenante. Elles commettent elles-mêmes des violences, plus que par le passé, me semble. Vous savez, moi, j'ai en mémoire un certain nombre de faits divers, notamment, je pense à la question, enfin, ce qui avait donné lieu à ce film L'Appât. Vous vous souvenez, dans les années 80, c'était une fille qui était l'appât de garçons qui allaient. Donc, je pense que
De tout temps, ça a plus ou moins existé quand on connaît un peu l'histoire des faits divers. Quant à la question, quelle est la part de responsabilité de chacun? Est-ce que chacun va essayer de tirer la couverture à lui en disant, en essayant de créer un scénario d'emprise, etc. De toute façon, ça, on le verra au cours de l'information, de la stratégie de défense qui va être mise en place par chacun des confrères, et puis de ce que va révéler l'enquête. Eh bien, justement, on a une interview exclusive ce matin dans Ça donne le ton, une interview clé pour comprendre l'engrenage mortel. Maître Franck Berthoud